Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Daredevil Born Again, épisode très attendu puisque c'était l'épisode flashback. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais d'abord vous donner mon avis général de l'épisode, je passe un peu plus en global bien sûr, sur la technique, sur la narration, et après personnage par personnage, tout ça évidemment avec spoiler. Même si je tiens à préciser dans cette vidéo, ça va être un petit peu mélangé parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Donc pour commencer en avis général, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 5 ? Et bah, je crois que j'ai quelque chose qui peut vous résumer ça. Oui, ça y est, j'ai enfin apprécié réellement un épisode de Daredevil Born Again. Cet épisode était très bien. Alors attention, encore une fois, pas de précipitation, il y a beaucoup de défauts quand même. Au niveau de traitement de certains personnages, Matt Murdock notamment, je vais y revenir après. Vous allez voir, je vais développer bien sûr des petits retcons dans la continuité par rapport au flashback dont je vais parler aussi un petit peu. Sans rien de honteux, mais il y en a un petit peu. Donc voilà, il y a quand même des petits défauts par-ci par-là, mais ça reste un très bon épisode. Pour une fois, oui. Et les petits soucis d'écriture ou de changement, pour une fois, ne gâchent pas le visionnage. Parce que je suis désolé, même l'épisode 4 là qu'on a vu avant avec Bullseye, il y avait 1 milliard de problèmes, de cohérence, de scénario, de plein de choses en fait. C'est le seul épisode de Born Again qui n'en a pas à ce point-là. Et surtout, comme j'ai dit, qui ne fait pas sortir de l'épisode et nous poser des questions de qu'est-ce qui se passe. Un épisode aussi qui est beaucoup plus centré sur les personnages principaux. Et ça fait plaisir parce que comme vous le savez, et j'en parle même dans mes reviews quotidiennement, Born Again a un vrai problème. Déjà, il y a trop de personnages, mais surtout, nos persos principaux ne sont plus traités. En particulier Daredevil et Fisk, qui n'ont aucune histoire depuis le début de Born Again, puisque c'est une répétition. C'est un reboot de la saison 3, donc on répète les mêmes thématiques qu'on a déjà explorées en mieux. Pour le coup, dans cet épisode, c'est pas vraiment le cas. Alors pour Matt Murdock, un petit peu, c'est pour ça que je vais y revenir, c'est sur les défauts. Pour Fisk, là, c'est quelque chose de vraiment bien et de très pertinent. Flashback du coup, qui dans cet épisode est utilisé honnêtement de manière très bien. Alors oui, c'est un petit peu fanservice quand même, faut le reconnaître. Mais néanmoins, je trouve que ça sert vraiment cette fois-ci à l'histoire. Quelque chose donc qui est cool. En particulier pour Foggy. Foggy, je vais y revenir après en dédié. Très réussi Foggy, et je suis très surpris. J'insiste, vraiment. Cette fois-ci, un bon parallèle entre guillemets entre Daredevil et Fisk. Alors c'est pas vraiment parallèle, mais plutôt montrer de manière côte à côte chacun une histoire qui se développe. Quelque chose qu'encore une fois qu'on n'a pas eu. Et en fait, j'allais dire, Born Again, ça y est, commence à essayer de se sortir les doigts et nous proposer quelque chose. Mais alors attention, c'est très bien et mieux vaut tard que jamais. Mais encore une fois, le problème, c'est que ces trucs qu'on a maintenant, ça aurait dû être dans les premiers épisodes de la saison 1 de Born Again, en fait. C'est ça le problème. Et comme je dis, ça n'enlève pas non plus les nombreux défauts de la série, qui est une des pires écrites de Marvel Studios. Néanmoins, apparemment, quand ils veulent, ils peuvent faire quelque chose. C'est pour ça que cet épisode m'a vraiment surpris en bien. En fait, je vais m'être honnête, j'avais l'impression de regarder un épisode de Daredevil. Pas forcément Daredevil Netflix en plus, mais juste de Daredevil, avec des personnages de Daredevil et des thématiques liées à Daredevil. C'est quand même la chose que je demande depuis le début. Pareil, plusieurs fois, je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de teubés, j'ai pas d'autres mots, dans les commentaires qui, depuis la saison 1, me font chier, littéralement, en me disant « Oui, mais non, mais toi tu veux Netflix, t'es un haineux, blablabla, ouin. » Alors en fait, encore une fois, il va falloir un petit peu ouvrir son QI. En fait, ce que j'ai dit depuis le début de Born Again, ça n'a jamais été que je voulais comme Netflix. Ça, il faut bien le comprendre. J'ai dit que je voulais mieux et surtout que je voulais différent. Parce que ça, plein de gens l'oublient. Certains sont toujours là à me dire « Oui, mais tu compares à Netflix. » Oui, je compare à Netflix parce que c'est la suite, en fait. Faut pas être teubé pendant 2 secondes. Mais j'ai jamais voulu la même chose. Born Again, c'est la même chose en termes de thématique. C'est la saison 3 en reboot. Moi, ce que je veux, c'est autre chose, une nouvelle direction. Et pour le coup, dans cet épisode, en tout cas au moins pour Fisk, on a une nouvelle direction, quelque chose que je demandais depuis le début. Donc oui, c'est cool. Mais vraiment, je veux dire même en termes, comme j'ai dit, de scénario, de personnages, j'avais l'impression de regarder une histoire de Daredevil cette fois-ci. Mais encore une fois, il était temps, ça fait tellement longtemps que la série a commencé, c'est infernal quoi. Et enfin, on a quelque chose de normal. Pas forcément, même pas magistral, mais juste normal. La moindre des choses, ce que je demande depuis le début quand même. Et en fait, ça me frustre, parce que du coup, ça me montre que s'ils veulent, ils peuvent le faire. Ça veut dire que donc, ils décident volontairement, c'est pas que de l'incompétence, alors je pense qu'il y en a aussi, mais c'est surtout vraiment juste, ils font ça vraiment juste parce qu'ils sont teubés, en fait, et qu'ils veulent pas nous raconter quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est assez grave, je trouve. Ça vaut, du coup, vous allez comprendre, au niveau de la technique, évidemment pour l'image, je pense qu'un des trucs qui vous a marqué, c'est que du coup dans cet épisode, tous les flashbacks sont un peu dans le format de Netflix. C'est-à-dire on a le bon ratio d'image, évidemment le ratio normal de télévision, on a dans plus ou moins toutes les séries en général. C'est fait pour ça, c'est une série je rappelle. Et j'avais déjà vu des gens parler de cinéma qui me disaient oui, c'est le but, parce qu'en fait en série on a plus de personnages, plus de moments avec les personnages,
Donc forcément, c'est pour ça que le ratio est plus grand, c'est pour montrer les visages et tout. Enfin bref, c'est juste du cinéma basique. Mais admettons. Et même au niveau de la colorimétrie, alors plein de gens disent oui, vous voyez, ils peuvent faire comme Netflix, ils font exprès alors. Oui et non. La couleur, en effet, a enfin quelque chose qui ressemble à du contraste. Mon Dieu, quoi. La moindre des choses. Et oui, il y a un style un peu, la lumière un peu jaune qui fait penser à la saison 1 de Netflix. C'est pas non plus au même niveau, hein. On est très très loin, vraiment. Encore une fois, avant de parler, revoyez la série, s'il vous plaît. Donc non, on n'est pas au niveau, mais il y a une tentative, quelque chose. Et ça fait plaisir, quoi. C'est déjà mieux que rien, en fait. Et du coup, comme j'ai dit, alors plein de gens me disent donc, mais tu comprends pas, c'est voulu, gna gna gna. Oui et non, c'est pas vraiment voulu, c'est imposé par Kevin Feige, hein, le format de l'image, mais bon, c'est autre chose. Revoyez les interviews de Kenneth Branagh pour Thor 1, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai dit, ils peuvent le faire. Ça veut dire, faut bien comprendre que les mecs décident arbitrairement de nous mettre une image qui ne correspond pas, enfin le format de l'image qui ne correspond pas au format série, parce que Marvel Studios leur oblige, mais au niveau de la colorimétrie. Ils peuvent donc faire des choses bien, et donc ils décident, parce que les gens me disent oui mais ils font exprès, mais ils décident donc de mal éclairer leur série et de rendre moches les images. Enfin, vous vous rendez compte, ça n'a aucun sens. Donc personnellement je me sentais plus insulté qu'autre chose en voyant cet épisode aussi pour ça, parce que je me suis rendu compte que ils peuvent plus ou moins le faire, ou en tout cas essayer de se rapprocher de la saison 1, c'est pas au même niveau mais ça s'en rapprochait un petit peu, mais au moins c'était joli à regarder quoi, une image normale. Et non, ils décident donc de faire exprès de rendre un truc dégueulasse. Je comprends pas ce délire. Encore une fois, je parle pas de cinématographie en particulier ou de caméra, vous avez bien compris. Je parle de colorimétrie et de contraste. Et de luminosité aussi. La lumière est horrible dans Born Again. La musique aussi était plutôt pas mal. Alors par moments, non, il y a toujours ce problème de rythme, mais par moments, c'était bien. Et surtout, on a un épisode, encore une fois, qui nous raconte une histoire. C'est un truc de ouf. Non mais en fait, j'ai l'impression d'être choqué. Born Again, pour l'instant, nous racontait rien. Elle répétait des intrigues du passé en moins bien, faisait du surplace, nous montrer juste de péripéties en péripéties, je sais pas si vous remarquez. Par exemple, les scènes de Bullseye dans l'épisode 2, pour reprendre là-dessus, c'était des péripéties, ça sert à rien, c'est juste « Ah bah tiens, il y a Bullseye, il a tué 2 mecs dans un hôpital. » Pourquoi ? On ne le saura jamais, juste il a tué des mecs. Par exemple, pour vous donner un exemple, Heather, on a droit à une scène en général d'épisode où elle pense à Muse, ça mène à rien et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs qui ne servent à rien, une espèce de péripéties qui nous sont lancées comme ça. Le problème c'est que c'est une série en 8 épisodes, du coup on n'a pas le temps de faire ce genre de bêtises. Et là en fait c'est le premier épisode où en fait on nous raconte vraiment une histoire du début à la fin. Une introduction, milieu, conclusion. Une histoire racontée, des thématiques, quelque chose d'intéressant surtout, et qui développe nos personnages. Vous vous rendez compte ? Non mais vraiment, j'insiste, je suis désolé, qu'on n'a pas eu ça depuis le début de Born Again quand même. C'est la première fois que je vois un épisode normal, même pas forcément de Daredevil, mais même d'une série en fait, d'un média en général, où on me raconte quelque chose. Pas juste, faut arrêter Fisk parce que Fisk est mère et parce que c'est pas bien. Là on a une histoire de deuil, on a une histoire de pardon, on a une histoire de aider les autres. Voilà quoi. C'est pas c'est super profond non plus, faut pas abuser, mais il y a quelque chose, de la substance et de l'émotion. Quelque chose que je demandais depuis le début quand même. Donc oui, dans la façon dont je parle, on dirait que je suis énervé. Oui, je suis énervé parce qu'en fait, ils pouvaient le faire depuis le début. Et donc, ils ont, je pense quand même qu'il y a de l'incompétence, mais ils ont juste plus ou moins choisi de pas le faire. Donc bon, bref, passons. Je dois quand même avouer quelque chose. Je suis content donc de cet épisode. Vraiment, il était très bien, je le dis. Je vais après passer en détail. Mais surtout, et j'ai un peu peur de l'avouer, ça me donne un peu d'espoir. Alors encore une fois, je ne pense même pas que cet épisode était honnêtement à un seul niveau Netflix, parce que faut bien se rendre compte que tout ce qu'on a eu là, tous les épisodes de Netflix racontaient quelque chose. Vraiment, et encore une fois, ça sert à rien de me dire oui mais non, revoyez la série, parce que 3/4 des gens qui me parlent de ça n'ont pas vu la série ou l'ont vu il y a très longtemps. Revoyez un épisode random, vous allez voir. Toujours une thématique racontée, quelque chose, une histoire, un progrès, un début, un milieu, une fin. Pareil, en vrai même là, je me refais Jessica Jones. Pareil dans Jessica Jones, je suis à la saison 3 actuellement. Pour chaque épisode, c'est comme ça, je précise bien. Donc, est-ce que l'épisode est au niveau Netflix ? Je dirais pas forcément, mais c'est un très bon épisode. Et c'est déjà ça en fait. C'est tout ce que je demandais moi depuis le début. Vraiment, j'insiste. Donc en plus, je vais même vous donner une petite anecdote. À la base, j'ai vu l'épisode quand il est sorti. Et j'avais bu un petit peu avant, histoire de me dire, allez, on va se déconcentrer, on va baisser le cerveau comme les gens me disent. Et j'ai bien aimé l'épisode. Et là, je l'ai revu évidemment pour prendre des notes et pour refaire ma critique. Et mon avis n'a pas changé, il a même augmenté. Du coup, je suis vraiment content. Et comme j'ai dit, je commence, et c'est ça qui m'inquiète, à avoir de l'espoir. Est-ce qu'ils pourront tenir un rythme comme ça jusqu'à la fin de la saison ? J'espère. Là, on est vraiment une intrigue quoi, qui suit l'épisode d'avant. Pas juste un épisode et puis l'autre semble détaché, l'autre semble détaché. Non. Là, c'est vraiment la suite de l'épisode d'avant. Ça s'enchaîne quoi. Dommage juste que la série sort en différé semaine par semaine. Cette série n'est vraiment pas faite pour ça, ça se voit. La plupart des critiques d'ailleurs qui l'ont vu l'ont dit aussi. C'est dommage de sortir une série comme ça alors que c'est pas du tout le format dans lequel elle a été pensée. Surtout pour un format aussi court, bien sûr, puisque c'est une mini-série. Et je pense que c'est dommage parce que vraiment ça casse peut-être le rythme de la série. Et s'il y avait eu tout d'un coup, elle aurait été beaucoup mieux et beaucoup plus digeste. Je pense, mais bon, que voulez-vous ?
Donc voilà, je vais passer maintenant au personnage, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, et encore une fois, j'ai de l'espoir. Espérons qu'il ne gâche pas tout dès le prochain épisode, mais encore une fois, il y a de quoi s'inquiéter quand même. En tout cas, toute cette thématique de destin, de pardon et tout était plutôt bien faite. Vraiment, c'était très cool, je le redis. Très bon épisode. Je pourrais peut-être lui mettre 8 sur 10 si j'étais très gentil, mais... Allez, 7,5 plutôt, mais ça reste très bien. Donc je passe maintenant au personnage. Alors, je vais essayer de mélanger plusieurs intrigues parce que c'est un peu compliqué. Je vais commencer par le personnage de Daredevil, Matt Murdock, et en fait, j'ai pas tant de choses à dire que ça sur lui. Vous allez voir, je vais surtout parler en fait après par rapport à Foggy et par rapport à Bullseye aussi. Mais Matt, il y a quand même des choses. Donc Matt qui dans cet épisode essaie de sauver Dex, plus ou moins du mieux qu'il peut, avant de l'abandonner et de revenir. Il y a toute une thématique intéressante. Déjà, on nous explique enfin que Matt s'en veut pour sa tentative de meurtre de Bullseye, et qu'il veut donc plus ou moins se racheter en essayant de sauver Dex. Du coup, essayer de racheter son âme. Alors encore une fois... C'est très bien. Alors, moi, je ne pardonne toujours pas d'avoir fait de Matt un meurtrier dans cette série, puisque ça contredit la série Netflix, complètement. Mais j'avais toujours dit, au moins qu'on essaie de faire une histoire avec, quoi, un minimum, parce que pour l'instant, ça n'a jamais été traité, vous vous rendez compte quand même. Dans une saison et demie, on n'a jamais parlé de sa tentative de meurtre et de comment ça impacte sa foi. Ça y est, enfin, ça y est. Comme j'ai dit, après une saison et demie, enfin, on parle de ça et du fait qu'il veut se racheter. Merci, quoi. C'est le minimum vital que je demandais. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a des choses intéressantes. Donc Matt qui essaie de ramener Dex. Au final, Matt, on le voit pas tant que ça. Je parle surtout dans le présent. Mais je vais y revenir après par rapport à Bullseye. Il y avait des choses néanmoins que je trouvais intéressantes. Bon, déjà, Matt qui jure dans une église. J'ai trouvé ça hyper chelou, mais admettons. Il mentionne Claire Temple de Daredevil, saison 1, et qui était donc l'infirmière de tous les Defenders. Selon des rumeurs, je rappelle, elle serait dans Spider-Man, même si c'est pas officiel. Et Matt la mentionne et il dit en gros, je pourrais l'appeler pour sauver Dex. Alors, j'avoue, c'est un petit clin d'œil qui m'a fait plaisir, bien sûr, qui mentionne Claire. Les deux étaient très bien ensemble, et j'ai toujours regretté de ne pas les avoir revus après Defenders. Mais néanmoins, ça me fait poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Claire, justement ? Est-ce que Matt est toujours en contact avec elle ? On dirait que oui, vu comment il en parle. Sauf que la dernière fois qu'il l'a vue, en tout cas de nous, de ce qu'on sait, ça fait 11 ans dans la timeline, c'est beaucoup quand même. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, il était mort pour elle. Du coup, j'aimerais bien avoir du contexte. Peut-être qu'on l'aura un jour, peut-être pas. Après tout, Born Again nous donne pas de contexte pour le reste des choses. Et d'ailleurs, du coup, ça m'a fait penser, c'est vrai que Claire, elle est où, tiens ? Puisque Claire, elle est quand même pour les justiciers, et elle en a aidé beaucoup, donc même si elle est pas connue de Fisk a priori, ouais, c'est vrai qu'elle est pas dans la résistance avec Matt, je trouve ça étrange en fait, mais bon. Mais du coup, en fait, un truc qui m'a saoulé un peu dans cet épisode avec Matt, c'est que Matt est un peu hors personnage, et c'est vraiment le gars qu'ils n'arrivent pas à traiter dans cette série. Matt est une coquille vide depuis le début de Born Again saison 1, avec aucune histoire à raconter. L'abandon, pareil, je vais pas y revenir 10 ans, du costume n'avait aucun sens et c'est une intrigue qu'il a déjà faite avant. Sa foi totalement absente. Cette fois-ci, elle commence un petit peu à revenir, mais au compte-gouttes aussi, attention. Il y a Disney derrière, faudrait surtout pas trop en parler quand même. Et là, toute la thématique de Fisk, il faut le remettre en prison, pareil, déjà vu, déjà fait. Et du coup, ça ne sert plus à rien puisque la saison 3 a été annulée. Donc ça montre que Matt avait tort. Mais bon, dans cet épisode, en fait, on nous remet plus ou moins aussi une intrigue qu'on a déjà fait avec Matt. Alors attention, c'est fait de manière sympathique, mais le problème c'est qu'encore une fois, on l'a déjà fait. Tout le truc de Matt, en gros, qui donne une seconde chance et qui laisse pas quelqu'un mourir, même son ennemi, excusez-moi, oui, c'est la base du personnage, quelque chose qu'il faisait déjà dans la série Netflix. En fait, cet épisode m'a surtout fait penser au épisode 6 de la saison 1 avec Vladimir Ranskarov, le gars qui a essayé de le tuer, essayé de tuer Claire, je rappelle, mais malgré tout, Matt ne peut pas se résigner, il essaie de le soigner, et même à la fin de le sauver complètement. Mais Matt le laisse entre guillemets mourir, déjà parce que c'est ce que l'autre veut, mais surtout parce qu'il doit arrêter Fisk, et l'autre lui donne, on va dire, sa bénédiction. Un très bon épisode, et en fait cet épisode c'est un peu la même chose, mais en version Wish, pour Matt. De même, alors après je vais en reparler plus en détail des flashbacks, je trouve que toute l'intrigue de Matt dans le passé est très étrange et un peu hors personnage. Matt qui veut pas aider un mec, même si c'est un criminel par rapport à la justice, c'est très étrange, vraiment très étrange. C'est pas du tout le Matt Murdock d'avance. En fait, je vais en revenir après, mais ils ont inversé les personnalités de Foggy et Matt, ce qui est très étrange. Mais Foggy, tout n'est pas acheté du tout, attention. Mais Matt, du coup, dans ces épisodes, est très étrange. Il veut même pas donner une seconde chance à des criminels, alors que c'est lui qui le faisait, à l'époque. Et donc, j'allais dire dans cet épisode, c'est que, inspiré par Foggy, il aide, entre guillemets, à pardonner, en tout cas à donner une seconde chance aux gens. Encore une fois, c'est pas mal fait dans l'épisode, mais c'est une thématique qu'on a déjà faite avec Matt. On l'a fait dans la saison 1, et plus ou moins dans toutes les saisons en général. Et ça, il le faisait depuis qu'il était jeune, même dans les flashbacks, il le faisait déjà, dans la saison 1 de Daredevil. C'est même lui plutôt qui poussait Foggy justement à aider les gens, même si c'était compliqué. Donc je trouve ça un petit peu surprenant. Néanmoins, c'est dans le personnage de Matt, et comme j'ai dit, la scène en soi fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne surtout pour des gens qui n'ont pas de souvenir de la série Netflix. Moi, je l'ai vu, donc j'ai déjà vu cette histoire, et Matt fait un peu du surplace, puisque c'est une leçon qu'il connaissait déjà. Donc voilà, Matt, c'est
c'est compliqué. Vraiment, ils savent pas quoi raconter avec lui. Il y avait tellement de choses à faire, mais c'est parce qu'ils veulent refaire la série Netflix, quelque chose qu'on a déjà fait, donc fallait passer à autre chose. Fallait pas nous remettre tout cet arc un peu tiré des séries Netflix, on l'a déjà vu, ça sert à rien, donc Matt, pour le coup, il y a rien de honteux, les scènes sont sympas, il y a des bonnes musiques et tout, mais on l'a déjà vu, en mieux fait, et c'est une leçon qu'il connaît déjà depuis qu'il est enfant, donc c'est pas intéressant pour Matt. Foggy par contre, on va parler de Foggy. Foggy, lui, très réussi dans cet épisode. Et honnêtement, ça m'a surpris. Alors déjà, l'acteur, évidemment, il a la même tête qu'avant. C'est génial. Alors je crois qu'ils l'ont un peu rajeuni numériquement, hein. Même Vanessa d'ailleurs. Mais je trouve que ça le rend très très bien. Et le flashback était vraiment génial. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait l'impression de regarder Daredevil. Déjà parce qu'il y a Foggy Nelson. Pourquoi il n'y a plus Foggy Nelson ? Ah oui, ils ont décidé de le tuer. Pour quelle raison ? Je ne sais toujours pas, puisqu'on n'a pas travaillé son impact. Et justement, c'est la première fois dans Born Again qu'on a enfin une conséquence pour la mort de Foggy, et surtout un impact. Vous vous rendez compte que la mort d'un personnage principal de Daredevil, qui est mort en saison 1, épisode 1, on a pour la première fois une conséquence sur sa mort, saison 2, épisode 5. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Néanmoins, Foggy était réussi. Toute l'histoire dans le passé, du coup, de Foggy qui utilise sa bonne volonté pour aider quelqu'un, son ancien pote là de l'immeuble ou je sais pas quoi, alors que c'est un criminel endurci. Foggy qui essaie de donner une nouvelle chance à ce gars et l'aider par tous les moyens possibles. C'était vraiment génial. Et c'était même, je dirais, vraiment dans le ton de ce qu'était Foggy et de ce que le personnage est censé raconter. Parce que pour l'instant, Born Again ne semblait pas avoir compris ce que représentait Foggy comme personnage. Et là, dans cet épisode, ça y est, ils ont compris. Foggy, c'était pas juste un pote de Matt, même si, attention, leur amitié est très bien retranscrite. Ça se voit que Charlie Cox, on dirait, il vit les meilleurs moments de sa vie quand il est avec son vieux pote là à tourner, ça se voit. Hein. Donc encore une fois, pourquoi l'avoir tué ? Mais bon, bref. Et oui, tout le truc de Foggy, même qui dépense son argent pour aider quelqu'un, c'était génial, c'est dans le personnage de Foggy. Ouais, la bonne personne qui était Foggy. Le gars incorruptible, le gars qui croit en la loi, mais qui croit aussi aux secondes chances, comme Matt. Je trouvais que c'était vraiment génial. Après, comme j'ai dit, les caractères ont été un petit peu inversés. Matt qui fait tout pour ne pas défendre un mec qui sait qu'il va mourir, je trouve ça complètement hors personnage pour Matt Murdock. Et Foggy, faut pas oublier que dans la saison 1, il était pas non plus exactement aussi altruiste. Hein. Faut pas oublier que tous les flashbacks de la saison 1, et même en soi, ses disputes avec Matt au cours de cette première saison, c'était le fait que Foggy, lui, était intéressé aussi par l'argent, en partie. Aussi pour défendre les gens, c'est vrai, mais aussi par la thune. Et c'est surtout Matt qui le ramenait sur Terre par rapport à ça en lui disant non, nous on prend tout le monde. Et on prend aussi les gens vraiment innocents en général. Ou les gens bien, si vous préférez. Des gens bien qui peuvent être des anciens criminels, attention. Je rappelle que Matt a défendu plein de gens qui étaient des criminels dans la série Netflix. Hein. Et Foggy, des fois, était un petit peu, pas vraiment dans le délire. On se rappelle évidemment de Karen Page, première séquence évidemment de la série Netflix. Foggy était pas chaud du tout de défendre Karen dès qu'il a su qu'il avait pas d'argent. Hein. Il était pas chaud de prendre cette affaire. Pareil avec John Healy, le mec du bowling. Du coup, c'est pour ça que je dis Foggy est à la fois bien traité et un peu maltraité. Enfin, j'allais dire le contre-pied total de Matt qui veut absolument pas défendre un mec et tout. Bon, c'est plutôt Matt du coup qui est mal écrit, mais c'est très bizarre. Ils ont inversé en fait la dynamique entre les deux personnages dans cet épisode, ce qui était vraiment chelou. Mais Foggy néanmoins, je trouve, remplit bien son rôle. Rien que le fait de le voir juste Matt discuter avec son pote, rigoler, mais enfin, quoi, on voit le personnage faire des trucs normaux dans Born Again, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai adoré, du coup, la séquence de Foggy qui vient donner l'argent au mec pour qu'il ait une seconde chance. Tout ça avec le parallèle de Bullseye en même temps qui dit en gros que ça ne sert à rien de faire des bonnes actions et qu'au final, ils se prendront des conséquences à un moment donné. J'ai trouvé honnêtement que c'était la meilleure séquence de Born Again, honnêtement. La musique était géniale, un Dex complètement, désabusé, qui dit des choses qui sont pas fausses non plus, hein. Mais d'un autre côté, un homme dans le passé qui, avec juste sa bonne volonté, essaie de donner une deuxième chance à quelqu'un, je trouve ça un parallèle qui était vraiment génial et qui touchait beaucoup même. Et je vais même vous dire, à ce moment-là, je me suis senti pas bien et j'ai même ressenti la mort de Foggy. C'est à ce moment-là que je me suis dit, Foggy manque vraiment à la série en fait. Et du coup, pourquoi l'avoir tué, encore une fois. Mais là, c'est vraiment la première fois où je me suis dit, mince, ça y est, il y a plus Foggy, c'est vrai que c'est chaud quand même. Après bon, comme j'ai dit, Born Again est nul. Ça, fallait le traiter dès le début de Born Again saison 1. Soit pas le tuer, soit donner du contexte, du build-up sur sa mort, bref. Il y avait plein de choses à faire. Mais enfin, on a quelque chose, quoi. Enfin. C'est très très tard, mais on a quelque chose. Et je trouve que là, on ressentait le manque de Foggy. Et ça montre aussi du coup que, en vrai, sans Foggy, ils ont du mal à faire une série, hein, tout simplement. Hein, les producteurs de Born Again absolument attardés, là, que ce soit celle qui travaille chez Marvel, là, ou le showrunner, qui nous disent qu'il n'y a aucune histoire de Daredevil sans Fisk. Non, il n'y a pas d'histoire de Daredevil sans Foggy. Vous avez confondu, en fait. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Néanmoins, il y a quand même des choses un petit peu qui m'ont un peu dérangé dans ce flashback. Alors attention, rien de très grave, comme j'ai dit, ça détruit pas tout l'ensemble. Mais on a des retcons un peu chelous. Déjà donc, Matt et Foggy travaillent pour Fisk.
J'ai trouvé ça très chelou. Alors oui, j'imagine bien une société écran qui appartient à Fisk, hein, je sais bien, comme dans la série Netflix. Je trouve ça quand même surprenant que du coup ils aient déjà bossé pour Fisk sans s'en rendre compte. Dans la saison 1, Wesley n'avait pas l'air de connaître Nelson et Murdoch alors que techniquement ils ont déjà travaillé pour eux indirectement. Premier retcon étrange. Pareil, pourquoi ils travaillent pour un nouveau cabinet? Ils travaillaient chez Landman et Zack, ils avaient fait leur stage là-bas, et après ça, ils se sont cassés et ont ouvert leur cabinet. De ce qu'on nous disait, c'était plus ou moins un peu à la suite. Donc je trouve ça bizarre qu'ils aient eu le temps de faire un autre truc avec une autre entreprise. À moins que c'était aussi Landman et Zack, c'est vrai que Landman et Zack techniquement appartenait à Fisk d'une certaine manière. En tout cas, ils le représentaient dans certaines histoires. Donc peut-être qu'en fait, c'est juste Landman et Zack. Mais c'est pas vraiment précisé, c'est dommage. Ou Matt et Foggy travaillaient pas vraiment en tant qu'avocats, même pour des gens. Ils étaient toujours avec une équipe et étaient vraiment supervisés. La preuve, ils disent à Karen dans l'épisode 1 que c'est vraiment leur première affaire. Du coup, cet épisode nous contredit un petit peu ça. Bon, c'est pas très grave, hein, bien sûr. Comme je l'ai dit, avec des pirouettes scénaristiques, ça peut fonctionner, mais c'est un peu chelou. La création de Nelson et Murdoch aussi, hein, dans la saison 1, c'était pas du tout ça. Hein. C'était à la fac que Matt et Foggy avaient décidé du nom Nelson et Murdoch, au lieu de Murdoch et Nelson. Là, bon, c'est un peu répété. Alors oui, il y a eu pas mal d'années entre les scènes, peut-être que c'est juste une répétition. Comme j'ai dit, rien de honteux. Juste, pour le coup, c'est un petit peu surprenant. Ça se justifie quand même dans le scénario, mais c'est un peu chelou. Néanmoins, il y a un truc quand même qui m'a un peu surpris, c'est le fait qu'ils aient juste fait une faute à l'adresse du coup du mec là, le criminel, et qu'apparemment ça le disculpe d'absolument tout juste parce qu'il y a eu une erreur. Alors oui, je sais que ça peut arriver, des trucs aussi débiles dans la loi, mais je trouvais ça quand même très facile quand même. Mais voilà, à part ça, honnêtement, j'allais dire le truc de Foggy, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était bien, je suis désolé, pour une fois c'était bien. Mais du coup, Foggy nous manque, il faut vraiment qu'il revienne. J'espère sincèrement qu'à la dernier épisode, ils vont nous dire qu'en fait il est vivant ou un truc dans le style. J'ai pas l'impression, hein, de moins en moins, mais vraiment Foggy manque à la série et il faut trouver un moyen de le ramener, quoi. C'est pas possible. Il s'en sort pas sans lui, en fait. Vraiment, je me suis rendu compte vraiment dans cet épisode à quel point il manquait. Donc Foggy, très réussi, meilleure scène de la série avec lui, et ça nous rappelle, encore une fois, combien il est précieux, et ce qu'il représente pour Matt Murdock, c'est-à-dire le bon côté, la loi et sa vie, on va dire, en tant que Matt, plus que Daredevil. Des choses qui manquent énormément à cette série, bien sûr. Ensuite, on va passer à Bullseye, Dex. Alors Dex, encore une fois, dans cet épisode, j'ai toujours des petits problèmes. Il y a des trucs très sympas et en même temps des trucs un peu compliqués. Bon, déjà, pendant tout l'épisode, quand même, Dex qui s'est pris une balle dans le ventre qui est ressorti. Alors oui, Matt, soi-disant, lui a mis des serviettes. Je trouve que c'est très mal montré aussi. Le fait que Dex est normalement censé se vider de son sang, il n'y a pas une seule éclaboussure sur son costume. Et même le fait qu'il arrive à marcher, à se taper plusieurs quartiers de New York à pied avec une balle en se vidant littéralement au même moment, je trouve ça très étrange. Et bon, ok. Vous allez me dire, oui, c'est comme dans les films, des fois le mec se prend une balle et il survit. Oui, mais là, bon, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'on dirait que l'épisode d'après, il va déjà être en forme et se battre, hein, de ce qu'on voit. Donc je trouve ça surprenant. Des trucs intéressants déjà. Il dit donc qu'il a survécu à une chute de 4 étages. Alors moi j'avais dit que c'était 3 à l'époque, en fait c'est encore pire que ça, c'était 4 étages. Et donc dans la série, ils disent du coup, plus ou moins que c'est un miracle et que c'était peut-être le destin, la volonté divine. J'ai trouvé ça sympathique de justifier plus ou moins pourquoi il a survécu. Alors encore une fois, l'explication est quand même un peu faible. Hein. Comment sa tête a pu résister à une chute de 4 étages? Ok, allez, c'est le destin. Ok, au moins ils l'ont un peu justifié. C'est mieux que rien. Au moins ça sert au niveau de l'histoire comme thématique le fait que c'est une absurdité qu'il ait survécu. Ok, j'accepte cette fois-ci. Néanmoins, alors au niveau de la caractérisation, il y a des trucs qui me dérangent un petit peu. Le fait que, par exemple, Matt menace Dex quand il parle de Foggy et que Dex s'arrête et tout, je trouve que c'est un peu pareil hors personnage, quoi. C'est Bullseye, normalement il devrait rigoler, se foutre de lui encore plus quand il lui dit un truc comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Quand ils vont à l'église, parce qu'en fait il n'y a pas tant de scènes que ça avec Dex dans le présent. Quand ils vont à l'église, Matt lui dit tu reconnais cet endroit, j'étais en mode oui, l'endroit où il a tué le prêtre dans la saison 3, est-ce que vous pouvez en parler? Non. Toujours pas, on n'a toujours pas le droit à une conversation, apparemment il n'y a que Foggy, je sais pas pourquoi. D'ailleurs je trouve ça dommage qu'il parle pas de Sœur Maggie, pourquoi Dex l'a cherché, on sait toujours pas. Hein. Et Matt ne semble pas préoccupé que Dex cherchait une nonne en particulier, toujours pas. Du coup oui pareil, cet épisode semble me faire rendre compte encore une fois qu'il sait que c'est Daredevil. Ça n'a toujours pas été expliqué d'aucune manière de comment il pouvait savoir. Alors beaucoup de gens me disent oui mais il voit sa réaction quand il a tué Foggy dans l'épisode 1. Non, Dex il a pas tué que Foggy, il a tué plein de gens dans le bar. Donc non, il ne peut pas savoir que c'est pour Foggy en particulier que Matt pleure, pas du tout. Mais bon, admettons. Et j'ai bien aimé aussi la scène où Dex admet qu'il a pas hésité à tuer Foggy et en gros, alors il le dit pas mais j'aurais bien aimé qu'il le dise, il a pris son pied en le faisant parce qu'il adore tuer. Il a dit en tout cas que c'est dans sa nature et que voilà, c'est comme ça. Et en fait le truc avec Dex dans cet épisode c'est que je suis mitigé en fait. Je ne comprends pas où ils veulent aller avec ce personnage. Comme j'ai dit, j'aurai une vidéo sur lui. L'idée d'en faire un pseudo gentil, alors pour l'instant c'est pas vraiment la direction qu'ils prennent, hein, pas vraiment. En tout cas ils assument pas complètement. Je trouve évidemment que ce serait une des pires idées possibles. Comme j'ai dit, pour simplifier, est-ce que vous voulez que le Joker soit un ami de Batman? Non. Est-ce que vous voulez que le Bouffon Vert soit le meilleur pote de Spider-Man? Non.
C'est la même chose pour Bullseye. Vraiment, je crois que beaucoup de gens connaissent pas le Bullseye des comics. Vraiment, renseignez-vous. Et encore une fois, avant qu'on me dise oui, mais les comics et la série, c'est pas pareil. Si, la série prenait exactement le chemin comme ça pour Bullseye, sa transformation était finie à la fin de la saison 3. Je tiens aussi à dire que ça y est, les dommages sont faits. Sur Twitter, les Américains, évidemment, à deux de QI, disent que c'est un anti-héros et ou voire même que c'est un gentil. Donc les dégâts sont faits, de toute manière. Bullseye, maintenant, est considéré comme un gentil. Alors oui, ils ont deux de QI et ils comprennent pas très bien, mais quand même. Je trouve ça absolument horrible d'avoir fait autant de dégâts à ce personnage, parce qu'après, ça va se répercuter dans d'autres médias en plus. Mais même, je comprends toujours pas. Quel est le délire de Dex avec la rétribution, avec la foi, avec le destin, avec le fait de égaliser les chances, on va dire, faire une bonne action et tout. Pourquoi il veut faire une bonne action ? Pour l'instant, vous vous rendez compte qu'on est à la moitié de la série, je sais toujours pas pourquoi il veut faire ça. Dans quel but ? Pourquoi ? Plein de gens me disent qu'ils veulent se racheter. Se racheter de quoi ? C'est Bullseye, il s'en fout, en fait. Il pense pas à ça. C'est pas dans son personnage. Et il le dit lui-même, il adore tuer, il est comme ça. Je veux dire, je le sais, j'ai vu la saison 3, merci. Même si eux semblent l'avoir oublié. Donc, je comprends toujours pas c'est quoi ce délire. J'ai bien aimé aussi le fait que Dex explique à Matt, en gros, que les super-héros, enfin même les gens qui font des bonnes actions en général ne servent absolument à rien et qu'un jour ils se prendront la réalité dans la face. C'est pas faux, c'est une leçon que moi personnellement j'ai apprise dans la vraie vie aussi, donc je trouvais ça plutôt cool et ça résonnait bien en moi. Et comme j'ai dit, le parallèle avec Foggy qui lui de son côté fait quelque chose à son échelle pour changer les choses, je trouvais ça plutôt bien. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ces dialogues-là. Le problème selon moi, c'est que c'est pas assez développé. On nous a promis une scène de discussion dans l'église par rapport à la foi, par rapport à la morale. Excusez-moi, mensonge total. La discussion chrono en main, je crois, elle dure moins d'une minute. Moi je pensais qu'on aurait une vraie scène où ils allaient discuter réellement, tout ça. Non. Ah non, c'est juste Dex qui se plaint, même si le dialogue est sympa, attention. Mais c'est tout. Je trouve ça un peu décevant pour le coup. Parce qu'en fait, on a donné beaucoup plus de temps d'écran à Daniel et à Buck, je vais en reparler après. Selon moi, c'était pas une bonne chose. La scène de fin aussi, avec Dex qui dit à Matt de se casser et Matt revient pour lui, et qui lui prend la main, avec la thématique du pardon au même moment, j'espère vraiment que c'est pas ce que je crois. Si encore on me dit que c'est une deuxième chance, ou que Matt, juste par sa volonté chrétienne, comme il le faisait avec Fisk, en gros ne va pas tuer Dex et il l'empêche de mourir, ok, ça ne me dérange pas si c'est traité de cette manière. Si c'est traité de manière, en gros, oui, t'inquiète pas, je te laisse une chance de te racheter, et même je te pardonne, non. Là j'arrête la série, je pense, vraiment définitivement. On ne peut pas faire ça. Encore une fois, bon, vous connaissez le Joker avec Batman. Imaginez que après Dark Knight, Batman lui dise « Ouais, c'est bon, je te pardonne ». Vous comprenez ou pas ? C'est quoi mon problème avec ça ? Sachant que Bullseye a tué Foggy de manière volontaire, le père Lantom, qui était comme un père pour Matt Murdock, je vous le rappelle, et qu'il a essayé de tuer Karen. Et l'agent Nadim qui était un parallèle avec Jack Murdock. Je vais pas refaire tous les états de fait, mais voilà, c'est pas possible. Donc j'espère que c'est absolument pas ce que je crois, mais pour l'instant, en fait, avec Dex, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont pas encore franchi la ligne rouge. Ils sont en train de flirter avec le oui, est-ce que c'est un gentil, est-ce qu'il veut une rédemption ? J'espère que non, évidemment, mais ils ont pas encore franchi la ligne, donc je leur laisse encore le bénéfice du doute, mais je suis inquiet. Pour ça, on aura la réponse dans les prochains épisodes. Mais en fait, un truc qui m'a fait rigoler, auquel j'ai réfléchi, vous savez, en fait, l'intrigue de Dex, si c'était vraiment une rédemption ou je sais pas quoi, ce que j'espère ne sera pas le cas, vous savez, un personnage de Daredevil qui a une relation ambiguë avec lui, passant de ennemi à allié, potentiellement une volonté de se racheter auprès de lui, mais auprès des gens avec qui elle a fait des victimes, vous savez qui c'est ? C'est Typhoid Mary, tiens donc, personnage culte de Daredevil qu'on n'a toujours pas fait avec lui. Oh, mais vous voulez que je vous raconte un truc intéressant ? Typhoid Mary, elle était prévue pour la saison 4 de Daredevil. Oh, c'est con ça. Oh mais attendez, vous savez quoi encore mieux ? On avait déjà Typhoid Mary dans le MCU, avec une bonne actrice, interprétée par Alice Eve dans Iron Fist saison 2. Ah c'est con ça aussi. Ah si seulement on avait pu faire cette intrigue avec ce personnage. Ah bah non, parce qu'on est des teubés dans Born Again et qu'on veut faire la saison 3 avec Fisk. Cool, très intéressant. Donc voilà, un personnage de Daredevil qui mériterait bien plus cette pseudo-intrigue de rédemption, c'est Typhoid Mary. Si on va aller même plus loin dans Netflix, vous savez quel autre personnage mériterait cette intrigue ? Le fait de se racheter après avoir tué des gens ? Trish Walker, oui, la sœur de Jessica Jones, qui a fini par devenir une giga meurtrière alors qu'elle avait de bonnes intentions et de finir au raft. Je suis sûr que ça ne serait pas une histoire intéressante à raconter, ça. On va le faire avec Bullseye, le Joker de Marvel. Génial. Donc bref, on verra encore une fois, mais je suis toujours inquiet pour Bullseye, espérons que ça aille bien, mais j'ai aimé dans l'épisode cette discussion, ces dialogues surtout étaient bien écrits pour une fois et j'ai bien aimé. C'est dans sa partie là, on dirait que je me plains, mais j'ai bien aimé, Dex. C'est juste que je suis inquiet de ce qu'ils vont faire dans la suite. Mais j'ai quand même bien aimé. Ensuite, on va parler de Fisk et Vanessa désormais. Et oui, je sais que vous l'attendiez sans doute. J'ai beaucoup aimé cette partie de l'épisode aussi. Et oui, je suis sérieux. Alors déjà pour Fisk, j'ai trouvé que l'acteur jouait particulièrement bien, Vincent D'Onofrio, que je trouve un petit peu, pas forcément à bout de souffle, mais pas forcément bien traité dans cette série, puisque il a déjà fini en fait son histoire dans la saison 3. Déjà, on a enfin quelque chose de nouveau avec lui, puisque là on approche le deuil, l'inquiétude et tout. Mais surtout, l'acteur joue vraiment très bien. Non mais je tenais vraiment à faire une parenthèse dessus.
il était génial dans cet épisode. L'inquiétude, la colère, le stress, la tristesse, tout ce que vous voulez, mais c'était génial. L'acteur est vraiment génial. Il nous a rappelé pourquoi c'était un des meilleurs acteurs du MCU. Donc évidemment, beaucoup aimé Fisk, très touchant dans cet épisode. On arrive à avoir de l'empathie pour lui. Alors le problème par contre, c'est qu'on avait déjà de l'empathie pour lui dans la série Netflix, mais on arrivait à le garder comme vrai méchant. Quelque chose que Born Again, pour l'instant, je trouve, a vraiment du mal à faire. Fisk, pour l'instant, je dis bien, n'est que l'ombre de lui-même. C'est plus le méchant calculateur froid et tout. C'était juste devenu une parodie de Donald Trump, ce qui n'avait aucun sens. Et là, au moins, on commence à faire quelque chose d'intéressant avec lui. Là, j'ai l'impression de voir Wilson Fisk, le vrai. Même si le côté méchant, pour l'instant, n'est pas vraiment montré, je trouve, dans la série de manière concrète. Le côté, on va dire, un peu humain et presque solidarité qu'on a pour lui, pour le coup, est très bien retranscrit. Toutes les scènes à l'hôpital où il s'inquiète, son désarroi, non vraiment c'était génial. Par contre pour Fisk, alors il y a des choses intéressantes. J'ai bien aimé du coup tout le flashback avec Vanessa, le fait qu'on voit Vanessa à l'époque quand elle a eu le tableau, lapin dans une tempête de neige, tout le truc de la galerie, le destin, le fait de comment ils se sont rencontrés plus ou moins. Alors d'ailleurs je trouve que c'est un retcon, quand même un petit peu surprenant parce que bon, Fisk dans la saison 1 Netflix n'a absolument rien à voir avec la galerie d'art, c'est juste qu'il était allé parce qu'il refaisait la déco de son appart, c'est dit dans la série littéralement. Il avait absolument aucune affaire là-bas et je pense qu'il l'aurait dit à Vanessa si c'était le cas. Mais donc désormais, un petit retcon, en fait, il est allé là-bas parce qu'il avait des affaires. Pour se diversifier, bon, ok, ça casse pas tout, tranquille. Et de ce qu'on sait, il avait probablement déjà croisé Vanessa avant la saison 1. En très vite fait, c'était déjà sous-entendu, donc pas de problème. Et j'ai trouvé plutôt beau le délire de destin avec Vanessa qui arrive dans la mort et tout, c'était vraiment cool. Vanessa aussi, évidemment, qui avec le faux espoir de est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Par contre, un truc qui m'a déçu, c'est que du coup, il y a la connasse, là, j'ai pas d'autre mot, je suis désolé, de productrice de Marvel, là. Celle qui d'ailleurs s'occupe des comics depuis tout ce temps, qui nous a donc spoilé la semaine dernière que Vanessa mourait dans cet épisode, pas dans le 4 mais dans le 5. Du coup, à la seconde où j'ai vu Vanessa allait peut-être s'en sortir, j'ai fait ah bah non, l'autre connasse elle m'a spoilé qu'elle mourrait, ah bah oui, c'est le cas. Du coup bon, merci à elle de m'avoir spoilé, néanmoins je trouvais que la scène marchait très bien. C'est vrai qu'elle joue très bien Vanessa et je trouve aussi qu'ils l'ont très bien rajeuni dans le flashback, je sais pas si c'est numériquement ou pas, mais la vache, on dirait elle sort littéralement de 2015. Ça faisait vraiment plaisir de la revoir comme ça d'ailleurs. D'ailleurs, un autre truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, alors je pense pas que c'est vraiment voulu par les scénaristes parce qu'ils sont trop cons pour l'avoir vu, mais le fait que Vanessa, quand elle revient à elle, commence un peu à perdre la boule, j'ai trouvé que c'était intéressant pour deux choses. Déjà parce que la mère de Fisk avait Alzheimer, je vous rappelle, elle perdait complètement la boule. Et du coup, le fait que Fisk ait déjà vécu une situation comme ça avec sa mère et maintenant commence à la vivre avec sa femme, même si ça a été très court, je trouvais ça intéressant. Et aussi, faut pas oublier que c'était aussi ce qu'avait la femme de Ben Urich dans la saison 1 de Netflix. C'était déjà un bon parallèle à l'époque entre Fisk et lui d'ailleurs. Mais là, ça s'est encore retranscrit dans le présent avec sa femme. Comme j'ai dit, je pense pas du tout que c'est intentionnel, les connaissant, mais ça va. C'était intéressant et je trouvais ça assez cool et presque une espèce de punition pour Fisk, après le mal qu'il avait fait en l'occurrence à Ben Urich. Alors oui, il est pas responsable de la maladie de sa femme, mais cette pauvre femme s'est retrouvée toute seule après la mort de son mari. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Tout le délire aussi de Fisk quand il est sur sa lune de miel, le fait qu'à la fin entend le bruit des vagues, non, c'était cool. C'était pas incroyable, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est la base en fait, mais c'était très bien fait. Enfin, vous voyez, l'épisode avait un début, un milieu, une fin, quoi. C'était bien, c'était beau. Tout ce délire de destin, le fait qu'on finisse avec leur rencontre, mais qu'en même temps ils la perdent, non, vraiment, c'était très bien. Au niveau d'ailleurs, évidemment, du fanservice, j'allais dire, on va passer très vite fait du coup à Wesley, le fameux Wesley, évidemment, j'étais très content de le voir. Après, je vais être honnête avec moi, ça n'a pas beaucoup marché le fanservice. Quand j'ai eu Wesley, je me suis pas dit, waouh, trop cool, il y a Wesley, j'ai juste fait, ah, c'est bien, il y a Wesley. Voilà. Peut-être parce que Born Again m'avait trop déçu. Néanmoins, j'ai trouvé que sa courte apparition était très cool. L'acteur était comme on l'a laissé en fait, littéralement, il était parfait dans le rôle comme avant. Très charismatique, les mêmes manières, tout pareil. Non, franchement, ça me fait plaisir de revoir Wesley, j'avoue quand même. C'était très sympa de revoir ses interactions avec Fisk, comme dans la saison 1. Même si, comme j'ai dit, ça fait quand même très fanservice. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, du coup, c'est qu'il l'utilise pour montrer qu'il connaît Buck Cashman. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi Fisk est aussi, on va dire, cool avec Cashman, c'est parce que c'était un homme que Wesley connaissait. Donc j'aime bien cette idée, ce parallèle et tout. Ça justifie, on va dire, la présence de Cashman. Pas forcément obligé d'ailleurs, il n'était pas forcé de le faire, mais j'aime bien et le fait que les deux se rencontrent était vraiment génial. Plein de gens disaient oui, c'est un plus gros crossover que Doomsday d'avoir Wesley avec Cashman, j'ai trouvé ça plutôt drôle et c'est vrai que c'était pas mal. Ça développe même un peu plus l'ordre de Wesley où on voit du coup qu'il avait une autre vie avant de rencontrer Fisk et tout, enfin sans précision, je trouve ça intéressant. Par contre ça me fait rigoler que du coup Fisk accorde sa confiance à Cashman alors que la toute première mission qu'il lui a confiée c'était du coup d'aller tuer un mec qu'il a pas pu le faire. Du coup je trouve ça assez drôle mais bon, c'est pas très grave. Aussi bon, son absence dans les autres saisons est plus ou moins justifiée, c'est juste qu'il était pas tout le temps là et voilà, il a juste rencontré Wesley avec Fisk une fois. Le reste c'est à nous de l'imaginer mais c'est pas grave, c'est bien, pour une fois c'est bien. Pas une incohérence, c'est juste on nous laisse faire ce qu'on veut. Cependant justement en parlant de Cashman et après un peu de Daniel je vais y revenir,
Je trouve néanmoins que ces deux-là grattent beaucoup trop de temps d'écran pour l'épisode. Surtout Daniel. Cashman, pour le coup, bon, j'ai trouvé ça intéressant. On développe le fait que c'était un peu un psychopathe, il tuait des enfants et ça lui posait pas vraiment de problème parce que, peu importe. Je trouve aussi qu'il met pas mal la pression à Daniel. Je trouvais ça intéressant le fait qu'il joue avec le « est-ce que je vais te tuer ou pas ?» Problème, malheureusement, c'est que Marvel nous avait déjà spoilé, comme je dis, la scène, puisque dans les trailers, on voyait déjà la scène où ils allaient enterrer le cadavre. Du coup, en fait, pendant toute la scène, je me suis dit, non, puisqu'ils vont faire un truc ensemble, donc j'ai direct compris que Daniel risquait rien. C'est dommage, mais ça, c'est de la faute de Marvel, encore une fois, qui nous spoil ce genre de choses. C'est complètement débile. Vraiment, je ne comprends pas. Je sais que c'est par manque d'audience et par panique, mais arrêtez. Vraiment arrêtez. Et aussi Daniel, du coup, comme j'ai dit, que j'ai bien aimé dans cet épisode, comme toujours. Sa relation avec Bibi, encore une fois, là, on sent vraiment l'alchimie, le fait que elle se sert de lui, mais en même temps, on voit qu'elle tient à lui. Quand elle dit qu'il a de la chance, que les fils qui ont de la chance de l'avoir, on sent qu'elle y croit, je trouve. J'aime bien encore. J'espère qu'on va aller vraiment quelque part avec ces deux-là et qu'il y aura une conclusion, parce que l'histoire est pas mal. Je trouve elle est bien build-up, en tout cas. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que tout le reste de l'épisode, Daniel qui gère la communication, attention, je dis pas c'est nul ou quoi, et je veux dire, c'est pertinent, mais je trouve que ça nous gratte au final trop de temps d'écran, même toutes ces discussions avec Cashman, à la fin, qu'ils sont en voiture ou pas, je trouve que ça gratte trop de temps et qu'on aurait bien pu passer plus de temps avec Matt et Bullseye dans le présent, par exemple. Quelque chose qu'on nous a manqué beaucoup. Comme j'ai dit, c'est pas assez développé. La conversation dure 30 secondes. Si on avait pu virer l'inclusion de Daniel et Buck Cashman pour avoir ça, je pense que ça aurait été bien meilleur. Mais néanmoins, je déteste pas ça. Et du coup, le cadavre, vous avez bien compris, c'est le mec du Northern Star là qui l'a tué. L'épisode d'avant. Comment il l'a trouvé, on ne sait toujours pas d'ailleurs. C'est de la magie. Et justement, en parlant de magie, tiens, je voulais revenir sur la brigade anti-justicière qu'on revoit du coup vite fait ici, avec Agent Powell et Connors, ce qui ne sert toujours pas à rien et qu'on a, je suis obligé de le dire, toujours pas commencé à développer, alors qu'on est à une saison et demie, même plus maintenant. Il serait peut-être temps, la série se termine dans vraiment pas longtemps, donc j'aimerais bien qu'on commence une histoire avec eux. Et alors eux, pareil, eux c'est des sorciers, c'est des magiciens, c'est pour ça que je dis l'épisode n'est pas sans défaut. Là, par magie, les mecs, alors que apparemment depuis 6 mois ils cherchent Bullseye et Daredevil, en 5 minutes, ça y est, ils savent qu'ils sont dans une église. Comment ? Pourquoi ? Aucune idée. Réfléchissez pas, c'est born again, réfléchissez pas. Comme on m'a dit, pose ton cerveau. Au moins qu'il y ait des témoins qui disent ouais ils sont passés par là, ou qu'on les voit interroger les mecs du restaurant et qui remontent la piste. Non, juste ils ont deviné. Ils ont le Byakugan dans Naruto. Ils savent où il est, c'est tout. Je rappelle que c'est pas la première fois que ça arrive dans Born Again. Je rappelle que c'est arrivé l'épisode d'avant avec Cashman. C'est arrivé dans l'épisode 2, avec le bar de Josie, comment il savait que Daredevil était là. C'est arrivé dans l'épisode 1, comment il savait que Cherry recherchait le mec. Me demandez pas. Bref, je trouve ça complètement con, et ça, vraiment, encore une fois, il va falloir arrêter. Vraiment, ça, c'est un des défauts de l'épisode, je suis désolé. Les problèmes d'écriture. Donc les mecs, pendant 6 mois, ils trouvent personne, et quand le scénario leur demande, par magie, ils trouvent où sont tous les mecs. Intéressant. Je tiens aussi à faire un petit point du coup sur d'autres personnages très vite du coup qui nous manquent. Et même si c'est pas un défaut, comme je dis, l'épisode est très bien en lui-même. Et je suis d'accord qu'on n'a pas besoin d'autres personnages. C'est pas vraiment ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le problème, c'est qu'il nous manque que 3 épisodes et on n'a pas commencé certaines intrigues. Déjà, évidemment, Heather. Qu'est-ce qui se passe avec Heather ? Est-ce qu'elle devient Muse ou pas ? C'était pas nécessaire encore une fois et je pense même pas que cette saison ce sera intéressant. Mais il nous reste que 3 épisodes. Il faut bien qu'on nous développe cette histoire à un moment donné qu'on n'a pas commencé encore. J'ai l'impression que ça va être extrêmement rushé. Il y a d'autres personnages comme Kirsten et Cherry qu'on ne voit pas dans cet épisode. Cherry, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Non pas que c'est des personnages intéressants, forcément, mais je trouve ça bizarre puisque c'est des persos de la série. Et c'est pareil pour d'autres personnages Netflix, vous savez, c'est ma tradition, je le demande à chaque fois. Où est Brett Mahoney ? Il nous reste que 3 épisodes, faudrait peut-être l'introduire. Où est Ellison, le patron de New York Bulletin ? Pourquoi il enquête pas sur la mort de Vanessa, par exemple ? Où est Marcy ? Du coup, Marcy Stoll, la copine de Foggy, qui aurait pu être présente dans les flashbacks puisqu'elle travaillait chez Landman et Zach comme eux, et en plus elle était en couple avec Foggy, ça aurait pu être intéressant. Même où est Jessica Jones, puisqu'on sait qu'elle travaille déjà avec Matt. Alors oui, dans cet épisode c'est un peu justifié de pourquoi elle intervient pas, puisque là il a pas de téléphone et il est en cavale, d'accord. Mais bon, pareil, il nous reste que quelques épisodes. Encore une fois, c'est dommage que Jessica ne soit là que dans l'épisode 6. Plein de gens me demandent quand est-ce qu'elle apparaît, c'est épisode 6, c'est tout. Possiblement, je pense, un autre épisode, peut-être le 7 ou le 8, mais c'est tout. Vraiment, ne vous attendez pas à plus, elle ne sera pas dans plus normalement. Ils ont dit qu'elle avait un rôle tout petit comparable au Punisher, donc voilà. Encore une fois, tous ces personnages ne sont pas essentiels dans cet épisode précisément, mais ils manquent depuis Born Again et pour certains depuis la saison 1, donc obligé de les mentionner comme à chaque fois. Mais donc voilà, cette fois-ci on va faire plus court que d'habitude. J'ai beaucoup aimé cet épisode malgré mes critiques, encore une fois, il faut rester objectif, il y avait des défauts dans cet épisode. Mais comme j'ai dit, ces défauts ou ces trucs un peu chelous ne nous détruisent pas, comme j'ai dit, l'appréciation de l'épisode, et c'est ça le principal. Néanmoins, j'ai toujours, comme j'ai dit, des inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Bullseye, en faire un gentil ou pas ? Est-ce que Matt va le pardonner ? Vraiment,
j'ai très peur de ce qu'ils vont faire avec cette intrigue. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir Bullseye juste en ennemi? Bon, je comprends pas, mais bon, bref. Et ça, c'est les valeurs de Disney, hein, vous connaissez. Qu'on a un vrai méchant, non, en fait, il est pas si méchant que ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je rappelle, dans Falcon et Winter Soldier, on est censé être triste pour une terroriste qui tue des gens innocents, et on est censé détester un pauvre mec, un militaire décoré, qui tue un terroriste pour avoir tué son pote, ce qui était juste normal, en fait. Mais bon, bref. C'est les valeurs de Disney, encore une fois. Hein. Je pense juste qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux. Enfin, en tout cas, pas moi. Du coup, c'est compliqué, et je n'aime pas cette idée, s'ils le font, de rendre Dex gentil. On verra où ils vont avec ça, mais bon, je suis toujours inquiet. Néanmoins, comme je l'ai dit, et je retire pas ce que j'ai dit, je commence à avoir de l'espoir. Cet épisode a prouvé qu'il pouvait faire un truc bien avec une colorimétrie normale, un format normal, avec des thématiques, comme j'ai dit. Demande au moins des thématiques, vous comprenez ce que je veux dire. Là, on avait une histoire avec un début, un milieu, une fin, un thème pertinent, un parallèle intéressant, que ce soit Fisk avec sa rencontre avec Vanessa aux portes de la mort, ou Matt de l'autre côté avec son flashback de Foggy qui le rappelle un peu pourquoi il se bat et qu'il faut faire le bien. Comme j'ai dit, c'est une des seules fois où j'ai vu Matt Murdock ressembler à mon Matt Murdock, entre guillemets. Le Matt Murdock qui essaie de sauver des gens et qui donne des deuxièmes chances. Mais caractérisation est toujours étrange. Je trouve vraiment pas normal. C'est une leçon qu'ils connaissaient déjà. Vous voyez, c'est toujours de la répétition avec Matt. Puisque maintenant, ils veulent plus faire autre chose. Ils veulent répéter Netflix. Mais bon, comme j'ai dit, ça n'enlève pas tout. Foggy était génial, je trouve. À 2-3 trucs près, évidemment. C'était génial. Ils ont fait une bonne utilisation de Foggy. Ils ont compris à quoi servait le personnage. Je ne m'attendais pas à ça de leur part, hein, vu leur capacité intellectuelle de d'habitude. C'était bien. Oui, c'était bien. Je suis désolé. Et malgré que j'ai l'air négatif dans certains trucs, j'ai aimé l'épisode, vraiment, j'insiste. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y avait des flashbacks de Netflix. Ça, faut bien le comprendre. C'est pas ce qui m'a plu dans l'épisode. Alors oui, j'étais content. Mais j'étais content de voir Foggy, en fait. Je m'en fous que ça venait du passé ou pas. Juste voir Foggy avec Matt Murdock, discuter, prendre une affaire, raconter une thématique intéressante, en lien avec Daredevil et avec sa foi. C'est ça que je veux voir, en fait. Vous comprenez bien. Je me répète un peu, mais vraiment, faut que ça rentre dans le crâne. C'est tout ce que je demandais, moi, depuis tout ce temps. Espérons que ce ne soit pas l'OVNI, espérons que ce soit comme ça le reste de la saison et qu'on commence enfin à raconter des choses intéressantes, parce que là on arrive bientôt au bout, hein. Donc j'espère. Comme j'ai dit, j'ai un mini espoir, comme Black Widow disait à la fin de son propre film, un tout petit espoir, mais il est présent. Espérons que les scénaristes me plantent pas un couteau dans le dos après m'avoir essayé de me redonner la vie, ce serait horrible. Je suis très curieux de voir où va aller Fisk aussi, évidemment, après cette histoire. J'ai l'impression qu'on va avoir vraiment un Fisk, mais au bout de sa vie, et je suis vraiment très curieux de voir ça, vraiment. Donc voilà, aussi, alors je vous préviens quand même, faites attention, du coup, parce que comme je dis, Marvel spoil énormément la série. D'ailleurs, bon, comme je dis, je vais pas le spoiler ici, mais j'en ai parlé en vidéo news et même dans un post. Mon post où j'ai mis la photo du Joker, c'était pour couvrir un spoil après. Faites attention, on sait ce qui arrive à Daredevil à la fin de la saison. Je vous préviens, encore une fois, ça tourne sur les réseaux. Bon, là, pour le coup, c'est à cause de l'acteur de Luke Cage, d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, faites attention, parce qu'il y a vraiment des spoils partout, et là, littéralement sur la conclusion de la série. Donc faites gaffe. C'est compliqué. Du coup, normalement cet épisode-là, je vais le sortir plus tôt que prévu. Vous allez voir de toute façon hein, quand il sortira, mais normalement il sortira plus tôt que prévu. Je ne sais pas du coup s'il y aura un live sur Daredevil cette semaine. Je vous retiendrai au courant. La semaine prochaine aussi pour la review. Ça va être plus compliqué, mais normalement elle sera là. Je vous le dis, ça va être plus compliqué, mais elle sera là. Hein, vous inquiétez pas. D'une manière ou d'une autre, peut-être pas fait de manière habituelle, parce que j'aurai des empêchements, mais elle sera là. Ne vous inquiétez pas. Et on retrouvera Jessica. Jessica, comme j'ai dit, où je suis en train de me retaper la série Netflix. Actuellement pour voir comment ils vont massacrer le personnage ou pas, du coup, peut-être pas. Je suis à la saison 3 actuellement, bon je l'aurais pas fini hein, d'ici là, mais j'ai très hâte de revoir quand même Jessica. Et même si j'ai toujours des inquiétudes, on semble aller sur le droit chemin. Allez, on croise les doigts pour que la série reste dans cet état, voire mieux, et qu'on avance un petit peu. En tout cas, maintenant à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça. L'épisode, Foggy, je suis sûr que Foggy a fait du bien à beaucoup de gens. Pour le coup, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que vous pensez du coup de la thématique, comme j'ai dit, Daredevil, la répétition, Bullseye, est-ce que vous êtes toujours inquiet pour son chemin ou est-ce que vous êtes rassuré? Fisk et Vanessa, est-ce que ça vous a touché? Moi, je trouvais ça vraiment très bien. Mais surtout, moi, comme j'ai dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est la discussion entre Dex et Matt. Dex qui est très pessimiste sur la nature humaine pendant qu'on voit Foggy littéralement changer la vie de quelqu'un. J'ai trouvé que c'était très très bien et c'était touchant, non, vraiment c'était bien. Donc voilà, je vous attends en commentaire évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, souscrire à la chaîne, à mon Patreon, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux en description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.